Bonjour, je m'appelle Léa Clermont-Dion. Bienvenue à Femmes savantes, une émission qui fait rayonner les chercheuses d'ici. Cécile Rousseau, c'est la définition même pour moi d'une personne sage. Elle est humaniste parce qu'elle est capable de cerner l'humain dans son côté le plus complexe, dans ses côtés les plus sombres et aussi les plus lumineux. Puis en ce sens-là, elle m'inspire. Cécile Rousseau est pédopsychiatre. Elle a fondé et dirigé l'équipe de recherche et d'intervention transculturelle de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Elle est aussi professeure à la division de psychiatrie sociale et culturelle de l'Université McGill. C'est cliché de le dire, mais tout part de l'enfance. Et Dr Rousseau était prédestinée à s'intéresser au traumatisme des personnes qui ont vécu la guerre. Cécile, vous êtes née en France et vous avez, avec votre famille, immigré au Québec quand vous étiez toute petite. Qu'est-ce qui a amené votre famille à venir ici? Au départ, je pense que mes parents ont parlé un peu d'un besoin d'aventure, d'un besoin de changement, peut-être un besoin d'échapper. Mes parents étaient des enfants de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que le Canada, le Québec, c'était un peu un espace plus libre. Puis comment ça vous a marqué dans votre imaginaire, cette expérience-là de vie? C'est intéressant parce qu'en fait, c'est après avoir commencé à travailler, d'abord dans un contexte de guerre au Guatemala, et après avec les enfants de la guerre, tout d'un coup, je pense après 10 ou 20 ans, ça m'est revenu, ces conversations où ma mère nous parlait de la guerre, d'un vécu d'enfant durant la guerre. Je dirais que les enfants de la Deuxième Guerre mondiale, je ne pense pas qu'ils se sont définis comme étant traumatisés. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils ont vécu une expérience qui était intense, qui les a transformés, qui les a structurés. Et dans certains cas, le trauma, quand ça a été extrême, a été nommé, mais autrement, la guerre a été une expérience de vie qui les a transformés, mais qu'ils n'ont pas forcément nommé à ce moment-là en termes de souffrance. Mm-hmm. C'est quelquefois dans l'après-coup qu'on se dit que nos choix de vie, finalement, ont été guidés par cet héritage, un héritage en plus et en moins, hein, en creux et en richesse que nos parents nous font. Plus tard, vous avez choisi la médecine. Qu'est-ce qui vous a amené à opter pour ce choix-là de travail? Donc, je m'étais dit que j'allais essayer de faire médecine et que je ne serais pas acceptée. Et puis, j'avais aussi envie d'aller travailler ailleurs. Et la façon d'aller travailler ailleurs à ce moment-là, parce que les médecins pouvaient partir, à l'époque, pas les psychologues. Je ne sais pas si c'était une chance ou une malchance. J'ai été acceptée. Donc, je suis rentrée, j'ai fait médecine, mais avec cette idée de partir ailleurs. Et j'ai fini ma médecine et mon internat à 22 ans. Donc, je me suis retrouvée au Guatemala, dans des villages, à couvrir une très, très grande population, en m'apercevant que ce que j'avais appris à l'université ne me servait pas beaucoup. Qu'il fallait, d'abord, je ne m'y connaissais pas beaucoup, presque pas en médecine tropicale. Et j'avais appris une médecine ici très spécialisée. Je me retrouvais dans une médecine de brousse, où finalement, il fallait faire avec le peu qu'on avait. Et donc, l'idée, c'était aussi de me rendre compte que ce que j'avais appris, ce que je pouvais proposer, il ne fallait pas que je l'impose. C'est intéressant parce que ça a marqué votre pratique, j'imagine, par la suite. Complètement. C'est-à-dire, c'était une pratique marquée par la question de l'adaptation des savoirs, mais aussi une conscience aiguë de mon ignorance et des limites de ce que je pouvais faire. Je trouve que Cécile Rousseau fait preuve d'une grande ouverture. Ça me frappe de voir qu'elle est capable d'autocritique comme médecin. C'est certain que son expérience au Guatemala va influencer sa pratique. Donc, vous avez vu la guerre de près. Quel impact ça a eu sur votre parcours, votre vision du monde? Je pense que ça a été fondamental. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au Guatemala, en 78, le Guatemala se relevait du tremblement de terre de 76, qui avait
tué beaucoup de monde, ébranlé et détruit énormément de choses, mais aussi ouvert une porte, parce qu'il y avait eu beaucoup d'aide internationale, une porte du possible où tout d'un coup les gens s'étaient dit on peut s'organiser, on peut revendiquer, on pourrait avoir éventuellement une voie politique. C'est juste que même si l'espoir, le projet et le rêve étaient très beaux, quand on mène une bataille, il faut pouvoir la gagner. Sinon, on met des populations, des communautés en danger. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un génocide des populations mayas, énormément de massacres, et finalement, c'est devenu, donc durant ces années-là, très, très dangereux. Durant le temps où j'étais là-bas, ce qu'on a vu, c'est progressivement, alors qu'on avait commencé à installer une clinique, à former ce qu'on appelait des promoteurs de santé, des médecins aux pieds nus, des sages-femmes, des promoteurs en nutrition. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que tous les gens qu'on formait, on les mettait en danger. Parce que rien que le fait d'être formé en alphabétisation, en nutrition ou en santé, on devenait suspect, donc pour le gouvernement et pour l'armée, et donc on risquait de se faire tuer. Donc vous voyez, on est passé d'une médecine qui était finalement dans une ligne de santé globale, de santé publique, où on essayait de s'adresser aux grands problèmes de santé là-bas, à une médecine qui devenait une médecine de guerre, où il fallait faire attention à tout ce qu'on faisait, parce que voilà, c'était la réalité du moment. Est-ce que vous avez eu peur à un certain moment donné? J'ai eu peur comme j'ai jamais eu peur dans ma vie. C'est pour ça que j'ai plus trop peur maintenant. Pourquoi vous avez quitté? Du groupe qu'on était au départ, il restait plus grand monde. Et finalement, à la fin, c'était plus possible de rester au village. C'était trop d'enjeux. Puis finalement, un d'entre nous s'est fait tuer. Et c'était... Un ami à vous? Oui. Et c'est ça. Donc, on est parti à ce moment-là. Parce que quand on est sur le terrain comme ça, puis qu'on voit lentement, mais sûrement les choses changer, je veux dire, ça doit être extrêmement surprenant. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter dans ce genre de moment-là? Les humains sont assez bien faits. Ici, où on est très en sécurité, on devient très anxieux face à des menaces perçues qui ne sont pas forcément des dangers réels. OK. Plus le danger est réel, et plus notre niveau de tolérance au risque va diminuer. C'est-à-dire que, ou plutôt augmenter, c'est-à-dire qu'on devient très tolérant. Sinon, on ne serait pas capable. Les gens qui vivent durant des situations de guerre, bon, regardez, les premiers bombardements, c'est extrêmement énervant pour tout le monde. Si vous vivez sous les bombardements pendant 10 ans, vous allez les normaliser. Vous allez normaliser la mort, vous allez normaliser le danger. Et les enfants font ça de façon presque ludique. Ils vont jouer avec des obus pas éclatés. Ils vont jouer, même à aller voir des fosses communes. Enfin, c'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que la guerre fait partie de leur quotidien, fait partie de leur vie. Je vais vous poser une question difficile. Est-ce que vous pensez que tout le monde en temps de guerre peut être amené à tuer, peut être amené à faire du mal à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est en nous, ça? Je crois que c'est dans tous les humains, et pas juste en temps de guerre. Je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Comment on vit avec cette violence-là en nous, et comment on arrive à travailler la paix? Qu'est-ce qui fait qu'on peut empêcher nos sociétés de déraper vers la guerre? On fait quand même partie des primates, des primates agressifs et territoriaux. Donc, de tout temps et depuis l'homme des cavernes, les humains se sont entremassacrés. Donc, la question qui se pose actuellement, alors que finalement, en termes de polarisation sociale, la vision de l'autre, la déshumanisation de l'autre, rappelle beaucoup les discours qu'on a eus dans les années 30. C'est vrai? Oui, en ce moment. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on évite... alors,
pas des guerres. Il y a des guerres sérieuses en ce moment. Pensez à l'Ukraine et la Russie, pensez au Moyen-Orient. Comment est-ce qu'on évite globalement de généraliser ces guerres? C'est possible, on peut en arriver là. Et il faut éviter ça. Donc la question se pose, parce qu'on a toujours... On ne peut pas dire « ça n'arrivera plus jamais ». Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont dit, les Nations Unies, la Charte des droits humains, ça n'arrivera plus jamais. Maintenant, on a appris. Ben, ce n'est pas vrai. D'abord, si vous regardez la capacité de mémoire historique des humains, elle est très courte. Au niveau des jeunes, qui se rappellent de ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale? C'est pas évident. Ils se rappellent pas de ce que c'était MeToo, là, il y a comme... Non, mais tout à C'est fait. vrai. En fait, la mémoire historique est très courte. Et la capacité de ne pas retomber dans les mêmes ornières. Regardez la montée du populisme en ce moment. De Bolsonaro à Trump, à Madame Meloni en Italie et tout ça. Donc, une montée du populisme avec un oubli complet de ce qu'a été le populisme au moment de la Deuxième Guerre mondiale et de où ça a mené. Ça vous inquiète? Oui, tout à fait. Mais donc, quand quelque chose m'inquiète, je déteste le sentiment d'impuissance. Alors, bon, c'est peut-être un peu... c'est certainement trop ambitieux. Mais je pense que quand quelque chose nous inquiète, il faut essayer de le changer. Parmi ses activités, Dr Cécile Rousseau travaille à l'Hôpital général juif et au Centre universitaire de santé McGill. Elle développe des interventions cliniques et des programmes de prévention scolaire pour les enfants et les jeunes provenant de différents quartiers multiethniques. Vous êtes devenu psychiatre et vous travaillez avec des nouveaux arrivants. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre accompagnement de ces gens-là qui arrivent au Québec? Quand je suis revenue du Guatemala, à ce moment-là, je me suis dit que j'aurais du mal à être médecin généraliste dans un contexte d'abondance comme ici. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue psychiatre. Une des choses que je voulais faire ou comprendre, c'est justement la question que vous me posiez tantôt, c'est pourquoi les humains, qu'est-ce qui se passe dans la tête des humains qui tuent? Comment ça se fait qu'on peut en arriver à tuer? Est-ce qu'ils sont différents de ceux qui se font tuer? Parce qu'en finalement, au Guatemala, j'étais beaucoup du côté de ceux qui se faisaient tuer. Finalement, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui se passait dans la tête des autres. Et j'ai commencé par aller à l'Institut Philippinel une année avant de faire ma psychiatrie. Et là-bas, j'avais des personnes, et finalement, qui avaient tous tué, qui étaient tous là parce que pour des questions de meurtre. Et pour moi, c'était important de les découvrir dans leur humanité. Mm-hmm. Je me suis dit que je voulais essayer d'aider les personnes qui avaient vécu la guerre, les personnes qui vivaient des traumatismes importants, les personnes qui vivaient la violence et qui vivaient le déracinement. Les résultats de recherche étaient paradoxaux. En fait, ces jeunes réussissaient mieux que les Québécois, souvent. Ah oui? Et avaient moins de comportements à risque. On a trouvé l'inverse de ce qu'on croyait trouver, c'est-à-dire que oui, il y avait une souffrance, mais plus les familles de ces jeunes-là avaient été traumatisées, et mieux ils réussissaient. Pourquoi donc? C'est ça. Donc, en fait, c'est un phénomène qu'on avait aussi observé chez les survivants de l'Holocauste, deuxième et troisième génération, qu'on appelle la surcompensation. Vous pouvez le retrouver aussi au niveau de petits-enfants. J'ai vu des... Mais ça, c'était plus au Guatemala, après être sorti. Donc, j'ai vu des petites de 6 ans qui avaient marché 3-4 jours avec le bébé et leur frère sur la hanche pour aller en sécurité après que toute la famille était massacrée et qui étaient protégées par cette mission qu'elles avaient de prendre soin d'un bébé ou d'un tout petit. Puis ils avaient quel âge, les enfants? Bon, pour la petite guatémaltèque, c'était 6 ans. Au Rwanda, c'était plus 8 ans. Et ils prenaient soin, donc, des tout petits enfants, mais qui avaient cette mission de prendre soin d'un bébé. Et ça les protégeait. Il faut que les jeunes réussissent. Ils ont une mission. Il faut qu'ils réussissent pour tous ceux qui sont morts. Et justement, vous êtes pédopsychiatre, puis vous vous intéressez aux enfants. Pourquoi? Je pense que ça a à voir avec mon besoin d'espoir. Et c'est pas qu'il soit pas présent chez les adultes. Le possible est immense avec des enfants. Vous le voyez si vous en avez. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a cette
capacité, cette force de vie, même face à l'adversité, qui fait que le possible est toujours présent. J'ai toujours de l'espoir, même avec des adultes ou des personnes âgées. Mais il est immense avec les enfants. Puis parlant justement d'immigration, plus spécifiquement, c'est quoi le rôle de la société d'accueil quand les familles arrivent? Est-ce que ça peut vraiment avoir une incidence fondamentale sur le reste du parcours? Alors, la société d'accueil est très, très importante. Si vous arrivez dans un lieu et que vous êtes la bienvenue, vous allez tout de suite vous détendre et être moins sur la défensive. Et petit à petit apprivoiser les codes de l'endroit. Quand on arrive à un endroit où on sent pas le bienvenu, où on sent qu'on est vu avec méfiance, le mouvement est inverse. Depuis que je travaille dans le domaine, j'ai vu un gros changement au niveau de la société d'accueil. C'est-à-dire, vous savez, en 70-80, enfin fin 70-80, c'était d'abord les vagues de réfugiés chiliens, argentins qui sont arrivés. Et ils étaient les très bienvenus. Donc, ils ont été vraiment accueillis à bras ouverts. Ensuite, c'était les boat people, donc les gens qui venaient du Vietnam, du Cambodge. Là encore, ils ont été les très bienvenus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du racisme, qu'il n'y avait pas de la discrimination, qu'il n'y avait pas quelquefois des préjugés. Il y en a toujours. Mais comme réfugiés, la société québécoise et canadienne était extrêmement fière d'être une société d'accueil modèle. C'était une fierté. Et puis, après ça, à partir des années 90, les choses changent. Pas juste au Québec ou au Canada, elles changent au niveau mondial. Les immigrants, tout d'un coup, sont plus bienvenus, deviennent source de méfiance. Et à ce moment-là, on a un changement. Ces immigrants, ces réfugiés, plutôt que d'être des gens qu'il faut accueillir, protéger, qui ont été des victimes si ce sont des réfugiés, qui sont éventuellement une richesse pour notre pays si ce sont des immigrants, ils deviennent des criminels potentiels, des gens éventuellement dangereux, des gens dont il faut se méfier. Donc un discours très très différent, qui s'est traduit par des crimes et incidents haineux contre les réfugiés. Lesquels? Alors, par exemple, dans un hôtel en Ontario, quelqu'un avait mis le feu, donc à un refuge pour les réfugiés. Il y a eu aussi des attaques de réfugiés, des attaques plus physiques. Donc ça s'est passé dans l'ensemble du Canada. Il n'y en a pas eu plus au Québec qu'en Ontario, plutôt plus en Ontario d'ailleurs. Les crimes haineux sont en montée au Canada. C'est pas banal. La haine, c'est la détestation de l'autre, d'un groupe, d'une communauté. C'est une émotion hostile. Et il s'avère que les crimes haineux les plus répandus sont faits aux communautés immigrantes. Et c'est quoi la cause du racisme? Les causes du racisme? Depuis la nuit des temps, il y a des discriminations qui se basent sur ces différences physiques et se concrétisent dans le « eux » et « nous », souvent à partir de justifications qui permettent de soumettre l'autre. L'esclavage a toujours existé chez les humains et se basait habituellement sur des présupposés racistes ou sur une façon, donc une vision de l'altérité comme étant moins humaine. L'autre est moins humain que moi. Quand on déshumanise l'autre, qu'il soit réfugié, qu'il soit juif, qu'il soit palestinien, si on pense au conflit actuel, qu'il soit noir, qu'il soit musulman et autres, en tout cas tout autre, on se déshumanise soi-même. Et ça, c'est important. C'est-à-dire le prix à payer du racisme et de la déshumanisation de l'autre, c'est un peu une perte de notre humanité. Mm-hmm. Puis comment on fait dans notre société pour mieux accueillir les immigrants? Une grande question. Je pense que dans le mouvement actuel, qui est un mouvement mondial vers des positions de peur et de menace face aux autres, dans un contexte global de perte de privilèges. Donc on est dans un contexte où les inégalités sociales augmentent, où avec la mondialisation, les identités, les frontières sont de plus en plus floues. Et ces deux phénomènes ensemble, ça amène un retrait défensif vers des nationalismes, vers
Donc un retrait où on dit, on veut garder ce qu'on a, comment est-ce qu'on se protège de l'autre et d'un extérieur dangereux. Alors je pense que si on veut mieux accueillir les autres, il faut, dans nos sociétés, finalement, que les gens puissent se rassurer. On ne peut pas accueillir les autres dans une position de peur. Donc comment est-ce qu'on apprivoise ces nouvelles réalités dans une position où on se dit l'autre n'est pas un ennemi, c'est un allié. Et en faisant des alliances dans cette altérité qui ne me fait pas disparaître, on a plus de chances de s'en sortir. Il faut se demander qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la peur derrière la haine ? Quelle est la souffrance derrière la haine ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette haine, finalement ? Cécile, vous êtes une femme savante. Pourquoi c'est important de savoir? C'est important de savoir parce que notre savoir au sujet de l'autre, au sujet de nous-mêmes, nous permet de bâtir des ponts, de bâtir des passerelles. Et que ça, c'est très, très important comme, pour l'espèce humaine, je pense, pour sa survie. Notre savoir qui, finalement, qui est un outil merveilleux de développement et de lien et de paix, est un outil à double tranchant qui peut être utilisé aussi pour détruire, pour tuer et pour anéantir. Donc le savoir comme un outil à double tranchant, c'est merveilleux, je veux continuer à apprendre et j'espère transmettre ce désir d'apprendre, mais c'est aussi un outil potentiellement destructeur. Pensez à la bombe atomique, donc découvrir l'atome, c'était merveilleux. Ça peut aussi être utilisé. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Et c'est la même chose pour l'Internet. Et c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Donc tout ce qu'on découvre en ce moment, tout ce qu'on sait, la façon dont nos sociétés se développent, il y a un potentiel extraordinaire. Mais si on ne pense pas à l'envers, si on ne pense pas comment tout ça peut aussi détruire, ce sera très dangereux. Merci beaucoup.